c'est un regroupement, une plateforme de toutes les forces de la jeunesse. L'alternance que nous avons aujourd'hui n'est pas venue de nulle part. Les jeunes, ce sont les premiers bénéficiaires des politiques générales du pays. Mais aussi, si tout ne marche pas, c'est nous qui payons le prix. Pour nous, cette pandémie a eu deux phases, ou bien deux revers de médaille. Comment nous avions vu ça? Côté positif et côté négatif. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous M. Mike Luntadila, qui est le directeur général d'Initiative RDC. Il a inventé le SafeGate, ce portique de désinfection, comme solution à la transmission contre la COVID-19. Vous avez appelé de partout, Toronto, Chine, vous avez soutenu cette œuvre. Dans le même flot, dans la même lancée, nous recevons ce soir, ou soit nous sommes reçus ce soir dans le bureau de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, en sigle UGCC. Avec cette structure, nous allons échanger pour voir quelle est l'implication de la jeunesse congolaise dans la lutte contre la COVID-19. Ainsi, pour échanger, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous M. Mukenge Totoro, que je m'avais salué. Monsieur Mukenge Totoro, nous vous saluons. Bonjour, messieurs les journalistes. Monsieur Mukenge Totoro, nous avons remarqué qu'en République démocratique du Congo, dans la lutte contre la COVID-19, les jeunes ne sont pas restés en arrière, ils sont sortis en marge et avec leurs moyens de bord. Et c'est la raison pour laquelle nous allons échanger avec votre structure dont vous avez l'étendard ce soir dans le magazine Data Market. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Union des jeunes Congolais pour le changement, UGCC en sigle? Oui, c'est vraiment un plaisir de parler de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, qui est pour nous une mission et peut-être même notre raison d'être, notre raison de vivre en tant que Congolais. En fait, l'Union des jeunes Congolais pour le changement, comme le nom l'indique, c'est un regroupement, une plateforme de toutes les forces de la jeunesse. Et nous devons aussi encore préciser que pour nous, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui nous amène à croire. Et non seulement à croire, mais aussi à agir. Pour ce qui est de l'UJCC, vous êtes sans ignorer que c'est une structure qui a commencé. De cela, nous sommes déjà à la 10e année. Et nous avons eu à participer dans toutes les luttes de notre pays pour qu'on puisse en arriver là. Et aujourd'hui, en tant que structure des jeunes, nous sommes vraiment fiers de la lutte que nous avons eu à mener, de notre participation dans toute évolution politique, économique, socio-culturelle de notre pays. Et là, comme vous nous avez approché, vous êtes le témoin de voir que la jeunesse, une fois qu'on donne confiance à la jeunesse, elle est capable de faire beaucoup de choses. En bref, c'est ça, UJCC, c'est un regroupement, une plateforme de toutes les structures qui estiment que le pays a besoin d'un nouvel élan, a besoin d'un souffle nouveau pour qu'il y ait un changement réel dans notre pays. Pour qu'il y ait un changement réel dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo, vous l'avez si bien dit aux téléspectateurs qui vous suivent, que votre structure a déjà 10 ans d'existence. Avant d'entrer dans la thématique qui nous concerne ce soir, déjà 10 ans, qu'est-ce que vous avez réalisé pour donner quelques bribes d'exemple aux téléspectateurs? Effectivement, je l'ai dit. Nous avons eu à participer dans toutes les luttes politiques et, comme j'ai si bien dit aussi, économiques pour arriver là où nous sommes. Concrètement, peut-être c'est ça ce que vous voudriez savoir. Vous êtes sans ignorer que notre pays, là où nous sommes aujourd'hui, l'alternance que nous avons aujourd'hui n'est pas venue de nulle part. Et c'est par une lutte acharnée. Et vous, en tant que journaliste, vous le savez très bien que UJCC, c'est d'ailleurs la pépinière. C'est de là où est sortie toutes les forces que nous avons aujourd'hui de la jeunesse et qui ont eu à prouver qu'on peut compter sur la jeunesse. Donc, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes
Et pour dire un bilan, je crois qu'on a encore beaucoup à faire, mais jusqu'à ce stade, UGCC a eu à militer, UGCC a eu à participer dans toutes les luttes qui ont mené notre pays là où nous sommes. Donc, nous estimons que je peux aussi peut-être augmenter et dire ceci, que UJCC, en tant que plateforme, quand nous avions commencé, l'idée c'était quoi? On s'était dit que, ok, le pays est en train de mourir. Et ça, nous sommes en 1990, non, en 2000, je crois, 1999, quand nous avons réalisé qu'il fallait que les jeunes s'impliquent encore davantage. À ce moment-là, la sensibilisation a commencé et l'idée, c'était que nous ne puissions pas former une structure qui sera assimilée à ce que nous avons de politique aujourd'hui. Mais pour nous, nous avions défini que la politique n'est pas ce que le politicien nous démontre. Donc, pour eux, ils disent que non, pour parler du pays, il faut être un parti politique. Non, nous avions estimé que, en tant que majorité, donc la jeunesse, nous avons le devoir de nous impliquer dans tout ce qui concerne l'évolution de notre pays, puisque vous êtes sans ignorer que les jeunes, ce sont les premiers bénéficiaires des politiques générales du pays. Mais aussi, si tout ne marche pas, c'est nous qui payons le prix. Et c'est par là que beaucoup de jeunes qui avaient des ambitions ont commencé à militer par la structure du GCC. Et nous nous sommes fixés comme objectif de dire que non, que les jeunes puissent s'impliquer dans toute action du pays, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, dans la société civile, pour que 10 ans après, que nous puissions nous retrouver déjà les jeunes bien casés dans toutes les structures du fonctionnement du pays, mais que nous ayons comme sous-bassement l'idéologie du changement. Pourquoi? Puisque nous avions estimé que pour changer ce pays, il ne suffit pas d'être d'un camp politique. Pour changer ce pays, il faut que la force puisse revenir à la population, que nous ayons tous la même vision des choses, du changement, et que nous soyons à tous les niveaux. Et c'est ce que nous estimons qu'aujourd'hui, 10 années après, nous avons eu à réaliser, puisqu'aujourd'hui, dans les institutions du pays, nous avons des ministres qui sont sortis du JCC. Dans l'opposition, aujourd'hui, nous avons des militants ou bien des cadres de l'opposition qui sont sortis de l'UJCC. Dans la société civile, mais aussi les cadres qui sont à des postes de responsabilité dans notre pays. Et nous croyons que c'est le moment, maintenant que les jeunes comprennent qu'il est temps d'assurer la relève et que leur responsabilité, ils doivent la tenir à main pour le vrai changement, pas le changement de slogan, mais un changement réel qui va profiter à tout le monde. Un changement réel qui va profiter à tout le monde. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous le président national de l'Union des jeunes congolais pour le changement, Mukenge Totoro. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Très chers téléspectateurs, vous avez compris que leur mouvement, leur structure, elle est d'abord citoyenne. Et aujourd'hui, elle entame une virée dans la prise en charge contre la Covid-19. L'implication de la jeunesse dans la lutte contre la Covid-19, comment les jeunes peuvent entreprendre afin d'amener des solutions utiles dans la prise en charge contre la lutte contre le Covid-19. Il y a ceux qui traitent, il y a ceux qui améliorent la condition de vie, il y a ceux qui sont dans la lutte contre la transmission ou casser la chaîne de transmission de Covid-19, il y a ceux qui prennent en charge les vulnérables qui souffrent économiquement et financièrement de cette pandémie. Mukenge Totoro, avec les téléspectateurs, nous sentons un esprit patriote qui veut que le jeune ne reste pas en marge de ce qui se fait, parce que tu l'as si bien dit, quand que ce soit l'homme politique, l'économique, les financiers, ainsi de suite, posent leurs actes, mais ceux qui ont des dents aigries, ce sont les jeunes qui en pâtissent. Qu'est-ce que vous avez observé dans la lutte contre la Covid-19 en RDC pour que vous, en tant que structure UJCC, puissiez vous impliquer dans ce grand voyage de la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous savez, cette pandémie, elle nous a pris tous à court.
Vous l'avez si bien dit, pour nous, UJCC, c'est une structure de la jeunesse pour le changement, pour le bien-être de notre population. Quand cette maladie est venue, au fait, tout le monde, et c'est ça d'ailleurs un sérieux problème encore pour notre pays, les gens ne s'y étaient pas préparés, les gens n'y pensaient même pas. Et pour nous, en tant que structure qui est là pour le changement, pour le bien-être de notre pays, de notre peuple, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester les mains croisées. À ce moment-là, quand tout était bloqué, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et comme vous l'avez si bien réalisé par rapport à notre programme que nous avons eu à exécuter, puisque c'était un programme d'urgence en partenariat avec nos partenaires qui nous ont soutenus, l'idée c'était de pouvoir apporter notre assistance à notre population. Et pas n'importe laquelle, puisque vous êtes sans ignorer que nous avions plutôt ciblé cette population la plus vulnérable de notre capitale, entre autres, Makala, Ngiringiri, Bumbu. Mais nous avons eu à travailler avec d'autres partenaires qui ont pris Sele et Njili. Nous avons commencé par quoi? Puisque avec cette pandémie, la première des choses, c'était d'abord que les gens comprennent que cette maladie existe réellement, puisqu'il y a des gens qui n'y croient même pas. Et nous avons commencé par la sensibilisation. Et cette sensibilisation tenait à expliquer à la population le problème qui existe, le mode de transmission, mais aussi comment c'est les gestes barrières, comment se protéger. Alors, étant donné que nous, la population qui était en face de nous n'avait pas les moyens nécessaires pour se protéger de cette pandémie, puisque c'est une chose d'informer à quelqu'un le problème, mais c'est une autre chose que la personne soit aussi à mesure de se protéger. Nous, peut-être, nous banalisons ce qu'on appelle le masque aujourd'hui, mais 1 000 francs, 1 500, 2 000 francs, pour d'autres personnes, c'est une provision. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas manger pour acheter ça. Alors, nous sommes passés à l'autre phase, phase 2, qui était de pouvoir aussi non seulement sensibiliser, mais pourvoir les masques. Et vous êtes ici, voilà notre spécialité. Pour nous, nous avons pris des masques, mais des masques aux couleurs du drapeau. Pourquoi? Masques aux couleurs du drapeau, puisque nous estimons, comme nous avons commencé l'émission, que réellement, il faut que notre État, qui est symbolisé par ces couleurs du drapeau, puisse prendre soin de sa population. Mais aussi, c'était une responsabilité vis-à-vis de la population de comprendre que oui, si nous prenons soin de notre État, si nous nous intéressons de notre État sera à mesure de nous protéger. Dans ce cas d'espèce, on parle de pandémie de coronavirus. Mais après cela, le problème se pose aussi, oui, je peux porter ça, mais il faut que je puisse me laver les mains. Puisque cette pandémie, elle se propage par les gestes de salutation, mais aussi de toucher. Donc, il faut se laver les mains. Mais vous êtes sans ignorer que la propriété a un coût aussi. Des fois, on l'ignore. Vous pouvez demander à quelqu'un de se laver les mains, vous ignorez qu'il faut acheter du savon. Donc, à ce moment, il fallait répondre aussi à ce problème. Et c'est là où nous avons la troisième phase qui consistait aussi à pourvoir les kits de lavage de mains. En d'autres termes, nous avons eu à pourvoir des savons avec des seaux et tout l'équipement qui va avec. Mais étant donné que la population elle est nombreuse, nous avons ciblé non pas les individus, mais les endroits publics. Puisque cette maladie, elle ne se propage pas de la maison, mais quand on sort dehors. Vous sortez dehors, vous allez dans un taxi, vous allez, je ne sais pas, au marché, vous touchez trop de choses, vous rentrez à la maison, les mains sales, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Et alors, nous avons ciblé des endroits publics, comme le marché, comme les écoles, comme les églises, pour pouvoir pourvoir les kits de lavage de mains. Donc, vous comprenez que pour nous, nous avions pris le problème de pandémie à tout le niveau. Et aussi faire comprendre à notre population que nous ne devrions pas prendre ces choses à la légère. Les gens doivent
commencé à changer d'habitude et ça faisait partie de notre séance de communication. Mais, comme nous avons constaté, pour nous, cette pandémie a eu deux phases ou bien deux revers de médaille. Comment nous avions vu ça? Côté positif et côté négatif. Côté négatif, effectivement, puisque c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui vient changer le mode de fonctionnement même de notre pays. Mais le côté positif, c'était quoi? Le côté positif, c'est que cette pandémie nous a enseigné beaucoup de choses. Et ce que nous espérons, c'est que nos autorités puissent tirer des leçons par rapport à ces réalités. Puisque normalement, ça devrait même changer des politiques générales de notre pays. Pourquoi? Vous vous imaginez qu'avec cette pandémie, on a fermé toutes les frontières de la République. Et ça nous a remis en cause. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, saviez-vous que nous dépendons de tout de l'extérieur? Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Alors la question était, et si on fermait aussi les frontières maritimes, donc les cargos et tout ce qui nous amenait à manger, qu'est-ce qui allait advenir à notre population? Un sérieux problème. Hein? Un très sérieux problème. Et je crois que c'est ça même notre message et la campagne que nous devrions faire vis-à-vis de nos autorités, que nous devrions changer notre politique économique. Au fait, il faudrait que nous puissions consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Ça doit même être une politique de sécurité nationale. Puisque notre pays, notre économie et même nos finances, elles sont extraverties. Nous sommes exposés. Et c'est là qu'a été le point positif de cette pandémie, puisqu'elle a mis donc dehors, ou bien elle a ouvert les yeux, que les gens puissent comprendre que nous ne devrions plus continuer comme nous sommes en train de faire les choses. Il faut que les choses changent, il faut que le pays pense à repenser sa politique économique et financière pour préserver des vies humaines dans notre pays. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez le cours, vous nous suivez depuis le Canada, vous êtes à Laval, vous êtes à Sherbrooke, vous êtes à Montréal, vous êtes à Québec, vous nous suivez à Dallas, vous nous suivez à Irving, vous nous suivez à Malembakuro, au Lualaba, vous nous suivez à Boussoudjano, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez ici dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous le président national de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, M. Mukenge Totoro. Vous l'avez si bien compris, dans la lutte contre la COVID-19, chaque personne s'est inscrite par rapport à un domaine où il pouvait être utile. Et là, la structure de M. Mukenge Totoro, c'est de montrer dans la phase de l'entrepreneuriat. Un qui est l'entrepreneuriat social et des constats faits, enfin, d'insuffler des nouvelles idées, une nouvelle manière de voir la société. Et là, il l'a si bien dit, leur prise en charge était dans certaines communes et leurs partenaires en ont pris d'autres, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Il a cité la commune de Makala, Ngiringiri et Bumbu. Ensemble avec les spectateurs, vous nous avez ouvert une voie de la curiosité qui est de savoir spécifiquement quel est l'apport que vous avez amené, quelle était cette contribution que vous avez amenée auprès des vulnérables dans les communes que vous avez citées, étendues aussi par vos partenaires. Bon, effectivement, merci encore de cette question. Et par là, je voudrais aussi remercier nos partenaires, entre autres CAFOD et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, puisque c'est eux qui ont compris ce problème et ils ont disponibilisé des moyens, mais aussi le partenariat nécessaire pour que nous soyons opérationnels sur le terrain. L'apport que nous avions apporté pratiquement sur terrain, ce qu'est l'apport, comme je vous ai dit, c'est d'abord l'apport d'information et de sensibilisation. C'est très important. 2, l'apport financier. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer qu'avec cette pandémie, tout notre système économique était bouleversé. Gombe était fermé. Et vous êtes sans ignorer qu'à Gombe, c'est là où il y a Zando. Zando qui est le grand marché qui, par jour, fait entrer plus de millions de personnes ici. Et de plusieurs familles qui vivent de l'activité des Zando. Nous avons nos jeunes frères que d'aucuns
de fois minimisent, mais moi j'ai toujours eu un grand respect envers nos jeunes frères qui sont des débrouillards. Mais pour moi, ce sont des entrepreneurs, des jeunes sireurs, des jeunes gens que nous voyons. Ce sont des jeunes Congolais qui se débrouillent pour vivre. Et si vous leur donniez plus d'opportunités, ils feraient même mieux peut-être que nous. Vous comprenez? Tout ce monde-là était fermé à leur activité. Et pourtant, derrière eux, ce sont des familles qui survivent des petits apports qu'ils apportent. Alors nous nous sommes dit que non, mais comment ces gens peuvent survivre 3 mois après que leur source de revenus soit fermée? Il fallait leur donner un appui, il fallait donner un souffle, puisque c'est sûr que leurs petits capitaux, ils en avaient déjà utilisé. C'est là où ils ont consommé tout ce qu'ils avaient. Comment ils allaient encore reprendre leur économie? C'est là où nous avions négocié avec nos partenaires pour qu'il puisse y avoir un soutien financier. Donc un paquet d'argent qu'on remettait aux familles jugées vulnérables. Il y avait un critérium qu'on devrait suivre pour pouvoir déclarer une famille bénéficiaire de ce fonds. Le montant par bénéficiaire, c'était de $162. Vous dites quoi? Le montant était de combien? $162 par bénéficiaire, par famille bénéficiaire. Là, il faut comprendre, les $162, ce n'est pas pour une personne. Les 162, c'est pour une famille, un ménage qui est généralement de plus de 8 personnes. Comment vous avez évalué les besoins à $162 et comment vous avez choisi ces familles-là, le groupe de familles? Bon, là, c'est 2 questions. La première question, oui. il y a un critérium international qui est d'ailleurs proposé par la Banque mondiale, qui demande que ça ne puisse pas dépasser plus de $50 par personne, donc entre 20 et $30. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi on est allé à 162, puisque nous estimons qu'une famille moyenne peut être 2 parents et peut-être 4 enfants. Là, c'est à 6. Mais là, généralement, on prend 6 à 8. C'est de là où est parti ce montant. Donc, ce montant, c'est pour le ménage. Des deux, quels étaient les critères de sélection pour le bénéficiaire? Le critère pour être bénéficiaire, soit personne vivant avec handicap, 2 enfants chefs de ménage, personnes âgées en charge, famille nombreuse, donc au-delà, plus ou moins 8 personnes, personnes vivant avec maladie chronique. En fait, l'idée, c'était que dans un ménage, dans une famille, qu'on puisse retrouver ces critères. Donc, parmi les 5, voilà, parmi les 5. Il fallait avoir dans ces critères à peu près 4 à 5. Voilà, 3, 4 à 5, ça passe déjà. Donc, plus de la moitié. Mais il y a d'autres qui avaient des chances. Et puis, bon, ça passe comme ça. Mais en entrant en contact, parce que vous avez si bien dit, la vulnérabilité est à différents niveaux, mais il y a de ceux qui manquaient de tout. Quand vous avez échangé d'abord, avant d'aller aux critères, vous avez parlé avec eux, qu'est-ce qui revenait comme souffrance, situation de vulnérabilité où vous avez récolté des informations? Ils se plaignaient souvent de quoi? Vous savez, pour nous, ça c'est vraiment une expérience très importante, même par rapport à notre parcours, puisque nous avons réellement touché le fond de notre pays, la réalité de notre pays. Là, vous n'êtes pas dans l'arrière-pays, c'est en plein Kinshasa. En plein Kinshasa, mais quand vous êtes là, vous ne savez pas que vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits ici à Kinshasa où les gens vivent et qui te dit qu'il a fait 10 ans sans être sur le boulevard, 10 ans sans même arriver à Macadam. C'est une réalité, ça existe, c'est ici. Donc, quand nous parlions avec nos compatriotes à qui réellement nous avons beaucoup d'estime et pour lesquels nous nous sommes engagés pour que les choses changent, ce qui ressortait dans toutes les conversations, c'est vraiment la pauvreté la plus totale. Et vous savez, parmi nos partenaires ou bien nos collaborateurs avec qui nous travaillons, des jeunes gens, puisque nous avons recruté la jeunesse pour travailler avec la jeunesse, pour montrer à la jeunesse la réalité de notre pays, pour qu'ils puissent s'engager. Ceux qui croyaient qu'ils avaient des problèmes, de leur retour, ils ont même changé la manière de prier. Puisqu'il y a de ceux qui demandaient à Dieu, « Oh, Nazangi boy, mais quand ils ont vu la souffrance, ils ont vu le problème réel de notre pays,
Ils ont pleuré même. Des gens ont pleuré. Et des jeunes gens se sont dit que réellement les choses doivent changer. Et c'est là où nous continuons à demander à notre classe politique de ne plus continuer à jouer avec la vie de nos compatriotes. Nous devons nous tous nous mettre au service de ce peuple. Ce peuple, ce n'est pas nous avec des cravates ici sur le boulevard. Le Congolais, ce n'est pas ceux qui vont chaque jour avec des grosses voitures sur le boulevard. Non. Le vrai Congolais, c'est eux, à qui vous ne pensez même pas. Même avec cette pandémie, cette maladie, vous verrez tout le monde, tout le programme, c'est pour les grands hôpitaux. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de nos compatriotes qui n'arrivent même pas à arriver aux hôpitaux? Ces gens-là qui prennent soin d'eux. Nous avons eu cet avantage d'aller vers eux et de confronter cette réalité. Et je vous assure que ça a encore ranimé notre flamme pour le changement dans notre pays. Puisque réellement, il faut que le changement profite aux plus vulnérables de nous. Totoro Mukenge, sans vouloir vous interrompre, vous avez expliqué aux téléspectateurs que vous avez mis des fonds pour des familles vulnérables, à peu près $162 par ménage. Vous avez atteint un quota de 1014 ménages, donc 1014 ménages dans la commune de Makala, Giringiri, Bumbu. Comment vous est venue l'idée pour mettre en œuvre ce projet? Parce que vous pouviez prendre plusieurs axes dans la lutte contre le Covid-19. Mais pourquoi seulement avoir choisi ceci, intervenir en mettant des moyens financiers pour des ménages dont vous avez limité les critères? Effectivement, vous devez toujours avoir à l'esprit que ce projet, c'est un projet d'urgence. Un projet d'urgence, cela veut dire que ce n'est pas un projet qui a été planifié auparavant. Puisque la pandémie, elle est venue, elle n'a jamais prévenu qu'elle viendra. Donc personne ne s'y attendait. Quand c'est venu avec nos partenaires, nous nous sommes mis en urgence, en mode d'urgence. Donc toute procédure de préparation du projet n'a pas été suivie. Il était question de pouvoir directement intervenir pour sauver des vies humaines. Donc vous comprendrez que par là que l'idée était venue de la souffrance qui était là, du problème réel qui était là, et il fallait intervenir. Heureusement que les partenaires étaient aussi présents, mais aussi soucieux du problème. Ils ont disponibilisé des moyens directement. Donc, pour répondre à votre question, que l'idée était venue de la souffrance qui était un fait dû à l'urgence, et tout a été fait dans l'urgence. Heureusement que les partenaires aussi étaient disponibles pour qu'ils puissent donner les moyens nécessaires à appuyer cette idée de vouloir sauver des vies humaines. Un projet sans financement reste qu'une idée. C'est en même temps, il est difficile de trouver des partenaires qui vous appuient en termes de moyens financiers. Souvent, tous pleurent et se plaignent de la crise. Mais comment vous avez su attirer ces partenaires vers vous, d'être solidaires à votre action et de vous mettre des sommes conséquentes? Parce que quand on voit 1014 ménages, ça veut dire que, sans compter les frais aussi d'administration, bureau, logistique, qui va dans le frais global dans lequel vous avez pu implémenter votre projet, comment vous avez pu convaincre les partenaires et qui sont ces partenaires qui vous ont accompagné et quelle est la spécificité de chaque partenaire? Merci beaucoup. C'est très important, effectivement, que vous puissiez nous donner l'opportunité aussi de parler de nos partenaires, les bienfaiteurs. Mais aussi, on commence d'abord par la genèse de votre question. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui a fait qu'ils nous fassent confiance? Ce n'est pas pour rien que nous avions parlé de l'UJCC, de l'historique de l'UJCC. D'où nous venons. L'UJCC, ce n'est pas une structure qui est là pour quelques mois. Non, nous sommes inscrits dans le temps. Donc vous avez un passé qui parle de vous. Nous avons un passé qui parle de nous et des actions concrètes. Donc, bref, nous avons forcé non seulement l'admiration, mais la confiance. Puisque dans ce monde-là, il faut faire confiance. Vous devez... Et ça, c'est un message même à la jeunesse. C'est un message que nous adressons aux organisations de la jeunesse et aux jeunes. De pouvoir non seulement s'organiser, croire dans ce que vous faites, mettez de l'organisation, mettez du sérieux et tout ce que vous cherchez, les fonds et les autres viendront. Maintenant,
qui sont nos partenaires? Nous avons commencé par CAFOD, puisque avec CAFOD, qui est le Caritas britannique, nous avons eu à travailler pour plusieurs projets auparavant. Ils ont eu donc à essayer avec nous. Avant, ils croyaient, puisque bon, tout le monde, on doit quand même se dire de vérité. Quand on parle de la jeunesse, on voit l'immaturité, on voit des gens qui ne sont pas... On ne peut pas faire confiance. C'est ça l'image que ça donne. Mais heureusement qu'on a essayé avec UJCC. Puisque CAFOD a essayé avec UJCC, CAFOD a eu à voir que ça, c'est une différence. C'est quand même des jeunes qui forcent l'admiration, des jeunes qui ont du sérieux, qui croient dans ce qu'ils font et qui ont le souci du changement. Et c'est là, ce n'est pas le premier projet, c'est, je crois, le 3e, 4e projet. C'est comme ça qu'avec CAFOD, qui a essayé plusieurs fois avec UJCC, CAFOD a parlé à d'autres structures avec lesquelles il travaille, entre autres l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui n'est pas une moindre structure. Aujourd'hui, vous voyez ce que cette Église est en train de faire ici dans notre pays. Et pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, c'est la plus grande structure, Église même. Et elle est même actionnaire de l'État américain. Donc ce n'est pas de n'importe qui. Alors, au travers de CAFOD, qui a plaidé la cause, mais aussi vu l'urgence, c'est comme ça qu'ils ont accepté d'essayer encore avec UJCC. Et je crois que vous aurez le temps de leur demander. Ils vous diront qu'ils ont trouvé que c'est du sérieux. Et pour nous, ça, UJCC est en train de vouloir se démarquer, de montrer que ceux qui croyaient qu'on ne pouvait pas faire confiance à la jeunesse, ils se sont trompés. Et là, c'est un message que nous adressons à nos autorités, puisque si les étrangers, si des structures étrangères peuvent nous faire confiance, non seulement nous faire confiance, mais aussi nous pouvons atteindre le résultat escompté. Et je l'ai toujours dit, le travail que nous faisons, c'est pour le profit de nos populations. Donc, l'État congolais doit se rendre compte que non, oui, il peut faire confiance à sa jeunesse. Et en tant que structure UJCC, comme vous êtes sans ignorer, parmi nos objectifs, ce n'est pas tout simplement l'humanitaire. Parmi nos objectifs, c'est la relève. Nous pensons que notre pays a besoin que sa jeunesse, pas n'importe laquelle, que ces jeunes sérieux qui ont eu déjà approuvé dans le passé, vous l'avez si bien dit, que ce ne sont pas de petites sommes, ce sont de grosses sommes, savoir le gérer et non seulement le gérer, mais aussi arriver aux objectifs. Donc ce sont des gens qu'on peut faire confiance à de grandes responsabilités. Donc pour répondre à votre question, l'UJCC, ce n'est pas une structure de la rue, c'est une structure qui est inscrite dans le temps, qui a eu à faire des actions concrètes et arriver au résultat. Donc c'est une structure qu'on peut faire confiance. Et comme preuve, vous avez si bien posé la question, des partenaires étrangers, pas les moindres, ont eu à faire confiance à UJCC et avec leurs appuis financiers, tous en partenariat, ils ont réalisé à faire des actions concrètes sur le terrain. Et pour chuter, donc l'État congolais doit faire confiance à sa jeunesse, l'État congolais doit faire confiance à UJCC. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, vous êtes à Makala, vous êtes à Ngiringiri, vous êtes à Bumbu, vous êtes en train de suivre votre programme Data Market, vous êtes au Lualaba, vous êtes au Tanganyika, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Nairobi, vous êtes à Kigali, Kampala, vous êtes au Burundi, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous le président national de l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC en sigle. Comme vous le savez, les jeunes sont en train d'entreprendre dans divers domaines pour se montrer utiles dans la lutte contre Covid-19. Et nous remarquons avec l'UJCC qu'elle s'est montrée utile dans la gestion des moyens financiers qui ont été mis à contribution par les partenaires. Et cela a servi à aider tant soit peu les personnes vulnérables. Ça demande qu'il y avait de la rigueur dans la gestion, la transparence, la traçabilité. Et nous pensons lors des
suivi et évaluation. Nous aurons aussi la primeur pour échanger avec la structure dirigeante de l'UJCC. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre structure? Et surtout, dans cette pandémie de Covid-19, nous avons su quand ça a commencé, mais nous ne savons pas quand ça va prendre fin et comment amener plus d'implication, de solidarité dans la contribution, dans la lutte, chacun dans son domaine. Mukenge Totoro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, encore pour cette question. Je continue encore à insister que cette pandémie nous a pris de court. Donc, c'est un accident de l'histoire. Gouverner, c'est prévoir. Normalement, ça nous ramène encore à la gouvernance. Et comme vous le savez, notre organisation UJCC, parmi nos objectifs, c'est la bonne gouvernance, c'est la gestion de la chose publique. Pour nous, dans notre structure, nous sommes en train de nous préparer, de préparer la jeunesse à pouvoir prendre ses responsabilités dans la gestion de la chose publique. Donc, par rapport à votre question, vous dites par rapport à la pandémie, qu'est-ce que c'est là? Quelles sont les projections? En fait, le premier point, comme nous l'avons signifié, ça nous a démontré qu'il y avait de l'impréparation. En fait, nous n'étions pas préparés non seulement à la pandémie, mais à plusieurs autres choses. Et par conséquent, il faut que notre génération puisse se préparer à prendre la relève pour commencer à faire les choses autrement. Ça, c'est sur le plan politique. Je vous dis sincèrement que notre politique, nos autorités, nous avons commencé déjà un plaidoyer pour leur dire que non, il faut faire les choses autrement. On ne doit plus vivre, commencer à gérer le pays dans les urgences. Non, on doit commencer à prévoir, à prévenir les choses. Sur le plan économique, nous vous avons démontré que cette pandémie nous a tous révélé que notre pays est vraiment très vulnérable sur le plan économique. Et par conséquent, je me souviens d'ailleurs avec mon partenaire, on était en train de discuter sur le fait que comment expliquer que même sur le plan de l'agriculture, nous ne produisons pas assez pour nous nourrir. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous disons que et sur le plan économique, il faut repenser notre économie. Il faut que désormais nous puissions commencer à produire tout ce que nous consommons. Il en va de notre sécurité nationale. Sur le plan financier, est-ce que vous savez que aussi des crises comme celle-ci, il faut que nécessairement nous puissions avoir des réserves nécessaires. Mais sur le plan financier, vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, nos finances sont à zéro. Notre monnaie, zéro. Toutes les banques que nous avons ici, nous n'avons même pas une banque congolaise, une banque aux capitaux congolais. Non. Et alors, c'est là où vous aviez dit que pense UJCC. Nous avons compris qu'il est temps. Nous avons compris que désormais, nous devons préparer notre génération à prendre des choses au sérieux. Et c'est là où nous sommes en train, en partenariat avec d'autres partenaires, à lancer un nouveau projet pour la jeunesse congolaise. Lequel? C'est Tufaulu Pamoja, qui veut dire typiquement réussissons ensemble. Donc l'idée c'est de réussir, mais pas seul, réussir ensemble. C'est un projet qui va avec nos partenaires encore CAFOD, mais aussi avec l'ambassade de Suède, qui est un projet encore en deux. Il y a le côté des femmes, mais aussi le côté de la jeunesse. Nous sommes du côté de la jeunesse. Et le message, d'ailleurs, vous allez le remarquer que c'est suite pas aux conséquences, mais au constat que nous avons trouvé par rapport à la vulnérabilité de notre pays, que nous nous sommes rendus compte que non, notre génération, il faut que nous soyons préparés. Vous savez, notre pays, nous avons le malheur d'avoir des dirigeants qui ne se sont pas préparés à occuper des postes qu'ils occupent. Et je me souviens d'ailleurs, Ludo Martins, paix à son âme, qui me dira en Belgique que vous avez un malheur d'avoir des commerçants à des postes politiques. C'est très profond. Commerçants à des postes politiques. Cela veut dire quoi? Nous avons des gens qui occupent des postes politiques, mais qui ne pensent qu'à l'argent.
au lieu de penser à demain. Et malheureusement, notre génération, nous avons évolué dans cette atmosphère et des leaders que nous avons comme modèle nous ont communiqué cela. Vous verrez des jeunes qui voudraient devenir ministre demain puisqu'ils veulent construire une maison. Qui t'a dit que pour construire une maison, il faut devenir ministre? Il y a d'autres jeunes qui voudraient devenir gouverneur puisqu'ils veulent être millionnaires. Non. Si tu as besoin de l'argent, tu fais le commerce. Mais si tu es un homme d'État, alors tu fais la politique. Et c'est là où nous avons compris que le problème de notre pays, c'est le manque d'hommes d'État, des gens préparés à diriger les institutions de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes chaque fois surpris par les événements. Cette pandémie a démontré. Et alors, vous pensez que Tufaoulou Pamodja va répondre à ce problème-là de l'impréparation de l'homme d'État congolais, et les jeunes seront plus impliqués parce que au lieu de parler plus politique, il faut parler par exemple plus développement. Très bien. Comment intégrer des projets de développement qui créent une synergie et que les jeunes puissent avancer et créer des richesses. Effectivement, c'est ça. Avec Tufaoulou Pamodja, c'est un projet global. C'est un projet qui répond aux vrais problèmes de notre pays, de notre existence. Puisque, mes frères, nous ne devons pas nous voiler la face. Vous savez que nous subissons ce que la politique décide sur nous. Vous le savez très bien. Et puis, il y a un adage qui dit que ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Donc, nous sommes en train de vouloir redéfinir ou bien de corriger quelque chose qui a élu domicile dans notre système d'État. Aujourd'hui, nous avons toutes les institutions qui sont là pour nous, mais nous-mêmes, on n'est même pas là. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes sûr, et c'est là où nous disons encore merci pour le projet qu'on a eu à faire avec la pandémie, puisque nous nous sommes confrontés à la réalité de notre pays, de fond. Vous savez que partout où est-ce que nous sommes allés, on n'a même pas vu des drapeaux de partis politiques. Là, au fond, ça n'existe pas. Il n'y a pas de politique là-bas. On laisse ces gens pour leur merci. Est-ce que vous savez que même nous, la jeunesse, nos intérêts, nos problèmes ne sont pas pris en compte par ceux qui nous représentent? Et ce n'est pas de leur faute. Est-ce qu'une jeunesse qui est impréparée, une jeunesse qui n'est pas formée, une jeunesse qui n'a pas accès à une éducation de qualité peut prétendre avoir l'opportunité d'un jour de remplacer valablement ceux qui se trouvent au sommet, par exemple? C'est la raison pour laquelle nous aimerions savoir si Tufaoulou Pamodja aura ce mécanisme-là d'autoprise en charge de la jeunesse pour pouvoir se prendre en charge lorsqu'ils devront passer à la gestion, par exemple, de l'État, dans plusieurs branches publiques, privées, par exemple. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. En fait, Tufaoulou Pamodja, c'est tout ce que vous venez de dire. Tufaoulou Pamodja, c'est de préparer des jeunes dans leurs ambitions. Vous êtes sans ignorer, d'ailleurs ça c'est un autre dossier que nous avons à cœur, les élections. Est-ce que vous imaginez que le cycle électoral soit terminé? On n'en parle plus. Est-ce que vous imaginez un peu ça? On a fait juste les élections présidentielles et législatives finies. Et pourtant, sur tous les programmes, on parlait de municipal et local. Et pour nous, et pour la jeunesse, notre génération, ça c'était le plus important. Pourquoi? Puisque, en fait, quand on fait la cartographie, quand on fait l'électorat du présidentiel, c'est sur toute l'étendue. Qui est ce jeune qui peut avoir le moyen de faire campagne sur toute l'étendue de la République? Quand on fait les législatifs, vous voyez, on te dit tout Lukunga. Qui est ce jeune qui a les moyens de faire campagne sur tout Lukunga? Non. Mais le municipal, dans les quartiers, c'est possible. Puisque nous avons des jeunes valeureux, des jeunes qui sont connus. Ces jeunes-là pouvaient entreprendre à ce niveau-là pour faire passer leur voix et proposer des solutions. Et puis grandir avec ça. Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan politique. Donc, nous voudrions que les jeunes se préparent à leur niveau et nous allons les appuyer pour qu'ils puissent faire entendre leur voix. Puisque ça doit être clair désormais. La politique, ce n'est pas pour une certaine classe. Non. La politique, du moment qu'eux-mêmes avaient décidé que cette science-là, la politique, va commencer à traiter de nos problèmes à nous, nous devons nous impliquer. Pour vous,
l'élément déclencheur qui fait que les jeunes doivent plus s'impliquer dans l'entrepreneuriat de la gestion de l'État. Très bien, j'apprécie. A été déclenché à cause du Covid-19. Non. Vous avez remarqué, l'impréparation, nous étions bloqués, ainsi de suite. Ceux qui sont là n'ont pas pu nous faire atteindre les objectifs escomptés de bien-être, de vivre ensemble, de mieux vivre. Maintenant, vous vous dites que les jeunes, déjà, doivent se prendre en charge en amenant des jeunes de qualité dans des cercles de décision. Je veux peut-être corriger quelque chose. Allez-y. Nous tendons déjà à la fin. Cette pandémie n'a fait que renforcer cette conviction. OK. Je vous rappelle, l'UJCC n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez dit 10 ans. C'est toute une lutte. Et une lutte pleine, riche en enseignements. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chuter à la conclusion selon laquelle nous ne pouvons nous aider que nous-mêmes. Donc les jeunes ne peuvent s'aider que eux-mêmes. Que eux-mêmes. Je vous ai dit, comment vous voudriez qu'un monsieur qui est sénateur, qui a vécu dans la bourgeoisie, qui ne connaît pas la faim, il n'a jamais eu faim dans sa vie, comment vous voudriez que ce monsieur réfléchisse qu'il y a un jeune qui habite dans un quartier de Makala, qui ne mange qu'une seule fois par jour? Lui ne connaît pas ce problème. Donc nous voudrions que désormais la politique, que chacun comprenne que cette politique n'est pas faite seulement pour une certaine classe. Non, du moment que moi, j'ai des compétences et je peux parler au nom de ma communauté, on doit me donner l'espace. Mais maintenant, c'est là où est-ce que vous avez posé la bonne question. Il ne suffit pas d'avoir des ambitions. Non, il faut être préparé pour mieux faire. Puisque nous voulons les changements. Nous ne voulons plus les mêmes choses. Nous voudrions que quand on accordera la chance à la jeunesse, que cette jeunesse prouve que oui, c'est possible. C'est la question que vous avez posée avec UGCC. Comment on vous a fait confiance? C'est tout un travail. Donc, on a prouvé que les gens étaient préparés à faire les choses autrement. Donc là, nous parlons de Toufaoulou. Toufaoulou veut venir répondre à ce problème. Ce n'est pas tout simplement sur le plan politique, mais même sur le plan économique. Nous vous avions démontré ici que le problème de notre pays, c'est le fait que ici, chez nous, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ça nous écoeure, mon frère. Deux fois, quand vous regardez toute notre ville ici, oui, c'est vrai, il y a des chantiers. Mais qui sont sur ces chantiers? Qui construisent là-bas? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont nos ingénieurs? Est-ce que ce sont nos architectes? Non, ça doit changer. Vous comprenez? Et puis, des deux, nous vous avions parlé de l'économie congolaise. Notre économie est soutenue par nos jeunes frères, les vaillants, que les autres appellent les petits chailleurs, que moi j'appelle de vaillants, puisque tout simplement, ils n'ont pas l'opportunité. Vous imaginez qu'ici, nous n'avons même pas de banque de crédit. Donc, au fait, pour entreprendre ici au Congo, c'est tes propres moyens. Tu dois soit vendre quelque chose, soit que... Non, comme ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Ailleurs, les initiatives sont soutenues par l'État et par des banques de crédit qui sont là pour financer l'économie. Donc vous allez comprendre, avec Toufaoulou Pamoya, c'est vrai que ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est quelque chose pour insuffler un vent nouveau à la jeunesse, leur faire comprendre que oui, vous pouvez, oui, vous êtes capable, n'attendez pas tout simplement des autres, mais par vous-même, vous pouvez le faire. Et maintenant, avec ce projet, on vient soutenir ceux qui ont des ambitions, on vient soutenir ceux qui sont dans l'entrepreneuriat pour que demain, nous puissions prétendre construire un État fort qui est basé sur des initiatives privées, mais locales. Cela, c'était le dernier mot du président national de l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Le sujet est abondant et très riche, mais faute de temps, nous allons revenir prochainement pour enrichir encore cet entretien. Monsieur le Président national, Mukenge Totoro, un tout petit dernier mot pour mettre terme à cet échange. Nous pensons bien qu'avec votre agenda qui est serré, vous trouverez le temps pour nous insérer, pour continuer encore nos échanges et surtout parler encore de Toufaoulou Pamoja. Toufaoulou Pamoja. Un dernier mot? Voilà. Avant toute chose, j'aimerais bien aussi vous remercier pour nous avoir déniché, puisque c'est sûr que vous nous avez retrouvés suite aux actions sur terrain. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, ceux qui nous ont appuyés, ceux qui ont cru en nous,
et qui nous ont soutenus pour que nous puissions réaliser ce projet d'urgence, mais aussi ce nouveau projet. Et je voudrais aussi conclure par aussi encourager notre peuple et surtout la jeunesse, de leur dire qu'enfin le temps est venu. Il faut croire en nous-mêmes et nous devons revendiquer ce qui nous revient de droit. Ce pays est à nous et nous nous disons Mboka Oyo eza biso nyoso. Et notre bonheur dépend de ce pays. Nous avons décidé de transformer ce pays, de changer ce pays pour qu'enfin ça puisse profiter à tout un chacun de nous. Et nous croyons qu'ensemble nous le ferons et avec Dieu nous ferons de miracles. Encore une fois, merci. Mukenge Totoro, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous sur toutes les plateformes de rediffusion de notre programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.